Donc, deuxième séance, Université d'automne du Pardem, La Rochelle, nous sommes le 11 novembre. L'intitulé « La chasse aux citoyens s'accélère ». Le contrôle social se multiplie, à la fois à travers les décisions de l'Union européenne et celles du gouvernement de Macron, santé, passe sanitaire mondial, société du numérique, fin de la monnaie papier, prestations sociales, etc. Certes, le contrôle social n'est pas une spécificité occidentale. La Chine l'applique sans phare, alors que les démocraties libérales, entre guillemets bien entendu, le mettent en œuvre de manière insidieuse, tout en revendiquant la liberté et la démocratie, c'est-à-dire un discours paradoxal. Vont intervenir Marie-Paule Battas, à ma droite, responsable de formation au travail social depuis de nombreuses années, Gilles Amiel de Ménard, membre du Conseil national du Pardem et co-animateur du site Le Petit Nationiste et auteur de La démocratie sans l'État, histoire d'une impasse, dont j'ai fait la publicité tout à l'heure et que vous pourrez retrouver sur le site internet du Pardem. Marie-Paule va intervenir pour montrer historiquement quels liens ont existé et existent entre prestations sociales, aide sociale, assistance sociale et contrôle des populations. Et c'est important de parler des populations, et elle va vous expliquer tout ça dans un premier temps. Donc on va s'ancrer dans le réel national, concret, hein, vraiment concret pour les gens. Quand on va sur le site de la CAF.fr, puisque maintenant on fait que du site internet, hein, et qu'on veut prétendre accéder à ces droits, la prime d'activité et autres trucs, eh bien, nous sommes fichés d'une certaine manière et nous faisons partie de différentes populations accédant à, grâce à la générosité de l'État, c'est pas toujours d'ailleurs l'État, pourquoi on est sur la CAF.fr, enfin il y a plein de questions qui peuvent se poser, comment tout ça participe d'une certaine manière, non seulement à la chasse aux pauvres, mais d'une certaine manière à la chasse aux citoyens d'une manière générale, et comment c'est en train de s'accélérer ici et ailleurs dans le monde. Et Gilles interviendra d'une manière un peu plus globale ensuite. D'abord la parole à Marie-Paule. Bonjour. Alors d'abord peut-être dire c'est quoi le contrôle social. Alors je prends une définition qui est une définition en sociologie. Le contrôle social, c'est l'ensemble des pratiques sociales, formelles ou informelles, qui tendent à produire et à maintenir la conformité des individus aux normes de leur groupe social. Ces modalités varient. Ces effets sont discutés. Et on disait tout à l'heure la question de discuter donc à travers l'idéologie, c'est-à-dire le projet politique, hein, ou les projets politiques. Donc le contrôle social peut favoriser la cohésion sociale. Et il y a eu du contrôle, donc des modalités de contrôle dans la mise en place de la sécurité sociale pour un projet politique et social. Mais le contrôle social, c'est aussi donc d'autres sortes toute une batterie de techniques de contrôle, dont la propagande, la domination, l'aliénation, en tous les cas, la production de normes qui visent donc à dominer, soumettre, etc. Donc moi je vais m'intéresser au contrôle social formel, qui est le fait d'institutions spécialisées. Donc il y en a plusieurs, hein, voilà, il y a la police, il y a la justice. Moi je vais prendre les organismes sociaux, et avec de la modestie, je ne vais pas aller dans tout le spectre des organismes sociaux, j'en prendrai certains.
Donc contrôle formel, donc qui peuvent donc intervenir, c'est ce que Michel disait tout de suite, sous couvert de droit, hein, les ayants droit et de justice. Donc dans tous les cas, le contrôle social repose sur des sanctions positives. Donc on félicite de la bonne conduite, ou négatives, on réprimande, on emprisonne, etc. Donc plusieurs entrées peuvent être mobilisées pour appréhender donc, ce sujet du contrôle social à travers donc, les pratiques sociales formelles. Donc moi j'ai choisi de travailler donc, de front à la fois la politique de protection sociale qui est traversée, comme vous le savez, par deux grands courants. Le courant de la sécurité sociale, l'approche assurantielle, inconditionnelle, universelle, et celle qui relève donc de l'approche de l'aide sociale, assistentielle, sous condition. Voilà, ça c'était donc une entrée avec, en tentant de tenir ces deux courants, deux idéologies, hein, en tous les cas, en ce moment. Peut-être que dans l'histoire, il y a eu une période où c'était moins évident. Pour donc travailler donc, ces deux courants, trois périodes qui me paraissent clés et qui sont souvent cités comme des moments s'inscrivant dans une continuité mais aussi dans une rupture. 45, 74, 75, 75, 92, 94, et puis 94, 92, 94, 95, ça dépend ce qu'on prend comme date, si c'est Maastricht, si c'est les lois sur la Sécu, mais en tous les cas, milieu des années 90 et jusqu'à maintenant. Donc, périodes qui ont été traversées par des contrats de plan, des directives européennes, bref, une production de normes très importante et qui vont permettre donc de comprendre peut-être un peu plus, davantage, comment le contrôle social se forme à travers une multitude de règles, de réglementations, de normes, y compris en contradiction et en tension les unes avec les autres. Alors, deux angles, parce que quand on parle de sécurité sociale, d'aide sociale, c'est toujours la question du territoire et des populations. Si on revient, donc je démarre sur la première période, 45-75, principalement, donc le cadre de référence du contrat social de la Sécu, c'est un territoire et une population, un territoire, l'État-nation, et des citoyens travailleurs. Et alors, donc le projet, la politique de protection sociale, donc, comme vous le savez, donc, émerge avec le projet de mise en œuvre de la sécurité sociale en 1945. Et donc le territoire de référence pour ce projet, c'est donc l'État-nation et les citoyens travailleurs qui forment le socle à partir duquel la production, et on l'a vu tout à l'heure avec Patrick, va pouvoir servir les fonctions collectives, à savoir la mise en place de la couverture sociale, et puis pour tous les citoyens, et les équipements collectifs, le logement, l'éducation, les hôpitaux, etc. Donc peut-être qu'il est important de rappeler que le projet de la sécurité sociale se met en place dans un rapport de résistance à l'État, et il sera d'ailleurs appelé la sociale, en opposition à l'État social. Donc on a bien donc ce référentiel donc fort de la sécurité sociale avec donc la reconstruction d'un État-nation et la production donc de droits permettant la justice sociale. Parallèlement, et c'est là où c'est compliqué les lectures, parallèlement, donc l'autre courant de l'action sociale est présent. Donc c'est celui de l'État social,
qui s'inscrit dans un processus historique long, celui de l'assistance publique, 19e siècle, avec un moment clé qui est la guerre de 14-18, et ses conséquences désastreuses pour le peuple. Période où s'origine la naissance du travail social, donc, avec l'entrée du travail des femmes dans la sphère publique et privée. Alors on a donc deux catégories de professionnels qui émergent et qui vont avoir pour rôle de surveiller, de contrôler, mais pas que, le travail des femmes. On a d'une part les surintendantes d'usines qui formeront le corps des assistantes sociales et qui ont une fonction de contrôle des femmes, enfin de contrôle du travail des femmes dans les usines, puisque c'est une période où les femmes vont aller travailler dans les usines, et notamment dans les usines d'armement. Et puis, l'autre catégorie de professionnels, des femmes, qui s'appellent les visiteuses à domicile, qui formeront le corps des infirmières et qui iront sur le front servir l'état social, et ensuite le domicile, soigner donc les estropiés de la guerre et faire respecter un certain nombre de normes d'hygiène, de pratiques sociales, dont, mais pas que, bien sûr, la bonne tenue du logement. Donc ce courant de l'action sociale, à l'origine de l'État social, va être réformé en 1953, donc dans une période qui est concomitante à la mise en place du projet de la Sécu, avec la création de l'aide sociale. Alors l'aide sociale recouvre deux volets. Tout ça, vous le connaissez, c'est des rappels. Hein. Il y a l'aide sociale obligatoire et l'aide sociale facultative. Donc la première, elle est construite sur des critères d'accès qui relèvent des services centraux, puis après déconcentrer, la DAS 64, et puis après décentraliser les conseils généraux, et puis peut-être demain, de nouveau, recentraliser. Hein, parce qu'il y a ça s'accélère du côté de la fin des conseils généraux et donc de la fin de la compétence d'action sociale transférée en 82 aux conseils généraux. La seconde, donc, bien sûr que donc, dans la première, il va y avoir donc la construction de prestations et donc deux catégories de populations qui vont ou pas pouvoir bénéficier de la dite prestation. La seconde, de l'aide sociale facultative, est attribuée par les services communaux, qui étaient appelés jusqu'alors des bureaux d'aide sociale, les BAS, et qui vont être baptisés, donc, qui étaient les bureaux d'assistance publique jusqu'en 1953. En 1953, ils vont être appelés les bureaux d'aide sociale, et en 1986, ils vont être appelés les CCAS. Donc cette aide sociale facultative est attribuée donc à des catégories de population à partir donc de territoires donnés et à partir de conditions. Donc la première, la sécurité sociale, c'est un droit inconditionnel, universel. La deuxième, l'aide sociale, qu'elle soit facultative ou obligatoire, c'est donc une aide qui est conditionnée et qui est territorialisée et qui est catégorisée. Donc ces deux approches, donc sécu et aide sociale, relèvent donc de cadres législatifs, j'en ai parlé, distincts. Donc d'un côté le principe universel et inconditionnel du droit économique et social pour la sécurité sociale, et le principe du droit subjectif et conditionné pour l'aide sociale. Alors c'est des rappels, mais je les fais quand même. Donc la sécurité sociale, donc la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 stipule que toute personne en tant que membre de la société a droit à la sécurité sociale. Donc principe d'universalité qui recouvre à la fois l'idée que la sécurité sociale doit protéger l'ensemble de la population contre l'ensemble des risques sociaux, et que chacun cotise en fonction de ses revenus et reçoit des prestations en fonction de ses besoins. Donc les critères d'accès aux prestations sont l'appartenance professionnelle et la cotisation. Et le cadre d'action donc est sectoriel, et donc santé, famille, vieillesse. Les titres qui donnent droit aux prestations sociales sont fondés sur l'identité professionnelle et non plus sur l'inscription dans une communauté territoriale, comme c'était le cas jusqu'alors et comme c'est de plus en plus le cas aujourd'hui. Donc aucune
condition d'appartenance territoriale n'est désormais requise, sinon la résidence légale sur le territoire national. Donc c'est ce qui a été dit, donc on passe du support territorial au support salarial, avec la Sécu. L'aide sociale relève, donc quant à lui, du droit subjectif et d'une logique assistentielle. Donc il est reconnu comme un droit subjectif, c'est-à-dire que quand des personnes, temporairement ou durablement, sont dans le besoin et ne peuvent pas, donc sont incapables donc, de couvrir leurs propres besoins, de parvenir donc, à couvrir leurs propres besoins. Donc l'appréciation des besoins des personnes ou des familles s'établit donc à partir de critères qui varient en fonction de la conjoncture économique et sociale au niveau national, mais aussi au niveau des orientations des politiques communales. Donc dans les deux cas, pour bénéficier de l'aide sociale, il faut avoir fait avoir fait l'objet d'une enquête sociale et qui atteste d'un besoin qui a été préalablement identifié comme tel par les services centraux et ou les services communaux. Et donc on a un code de l'action sociale et des familles qui précisent les besoins sociaux qui peuvent faire l'objet d'une prestation. Alors je m'arrête 2 minutes parce que le débat est actuellement sur un de ces secteurs. Donc le code de l'action sociale distingue 4 grandes aides. L'aide sociale aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap, l'aide sociale aux familles, à l'hébergement et à la réinsertion sociale, l'aide médicale d'État, qui a été créée en 1890, c'est donc elle relève de l'assistance publique, l'aide sociale à l'enfance, l'ASE, qui fait l'objet de nombreux débats aujourd'hui, puisqu'il y a donc une volonté de l'État de recentraliser l'ASE. Donc, et dans le moment où les départements sont les conseils généraux, les conseils départementaux sont menacés de fermer leurs portes. Oui. Alors, 2 systèmes de financement et 2 systèmes de contrôle. Donc là, la question du contrôle social passe par les règles qui sont posées pour accorder les financements, contrôler les contrôles de légalité, etc. Le premier, donc, financé par les cotisations sociales, salariales et patronales, à partir donc de règles et de normes établies au sein des commissions qui vont permettre l'exercice aussi d'un contrôle. Alors, je suis revenue sur l'étymologie. Contrôle, c'est contre-rôle. Hein, c'est intéressant. Donc les commissions, et là, quand on revisionne le film La Sociale, on voit donc en début du film combien donc la mise en place donc des règles, des normes, des pratiques sociales qui se discutent, qui s'élaborent, qui se négocient pour pouvoir construire donc du contrôle, je dis pas social, hein, du contrôle donc à l'endroit des choix qui seraient faits sur les secteurs, sur les financements et les fléchages du financement des cotisations sociales vers la famille, la vieillesse, etc. L'autre, l'aide sociale, elle est financée par l'impôt au titre de la solidarité nationale et donc de plus en plus avec aujourd'hui la recherche de la solidarité familiale. Donc on voit que donc, dans le contrôle social donc, est inhérent à l'obtention de l'aide. Dans tous les cas, il ne peut pas y avoir d'aide s'il n'y a pas eu donc, tout un travail donc, autour donc, du contrôle. Donc ce que je cherche donc, ici à mettre en avant porte sur le système du contrôle social à partir d'approches politiques radicalement opposées. L'une qui s'inscrit dans la filiation de la charité, de l'assistance publique et qui aboutit à l'État social, et qui met en place donc et qui continue qui met en place une série de mesures d'aide sociale obligatoires et facultatives, mesures qui sont attachées à des catégories de personnes et à des territoires donnés, au pluriel. L'autre, qui provient du projet politique du Conseil national de la résistance, à l'origine non étatique, même si c'est compliqué, voilà, puisque Croizat était, comme tu disais tout à l'heure, il était ministre du Travail et de la Sécurité sociale.
L'autre, qui provient du projet politique du Conseil du CNR, à l'origine non étatique, construit par nécessité contre l'État du moment, en dehors de toute logique capitaliste, et qui s'inscrit dans une filiation au système d'entraide mutuelle relevant de l'auto-organisation construite par les travailleurs milieu du 19e, fin du 19e. L'économie sociale. Voilà. À travers ces deux systèmes, deux conceptions du contrôle, le contrôle politique à travers la distribution du pouvoir dans les institutions de la sécurité sociale, et le contrôle social, où le pouvoir est dans les instances de l'État social. Donc la crise de la protection sociale est présentée comme une crise financière, mais il ne faut pas qu'on oublie qu'elle relève aussi d'une crise à l'endroit de la distribution du pouvoir. Donc ça, c'était ma première période jusqu'en milieu des années 70. Deuxième période, 75, 92, 94. Alors là, c'est une période où la politique de protection sociale, construite sur les deux approches, et donc sur des tensions, va connaître d'énormes transformations, et à travers la création d'une nouvelle branche qui est la branche médico-sociale, qui conduit à une redéfinition et à une multiplication des catégories de population. Une action sociale spécifique mise en place, création du médico-social. Autre point, la création d'une nouvelle action sociale à l'échelle d'un territoire particulier qui est la banlieue, qui sera appelée politique sociale territorialisée par Doncelot, qui est sociologue, qui a travaillé sur ces questions. Avec la décentralisation, là on a une action sociale qui est transférée aux conseils généraux, qui fait l'objet de grands débats. En 82, en 92 avec les intercommunalités, il y a de nouveau de la contractualisation à une échelle plus basse. Bon, bref, ce que je cherche à dire, c'est qu'à partir du milieu des années 70, on a des populations qui vont bénéficier de nombreuses prestations avec une production de normes considérable, et puis on a des territoires, et c'est pas fini, voilà. Bref, il y a une déconstruction du projet, pas pour autant complètement à l'époque, mais il y a une déconstruction qui est vraiment à l'œuvre à partir de ce milieu des années 70. Alors, je regarde Jean-Michel, la loi hospitalière du 31 décembre 70, elle est très importante parce qu'elle va, et d'ailleurs elle est nommée en tant que telle, parce qu'on travaille sur ces questions, comme une rupture. L'État opère une division du système de protection sociale en deux blocs séparés, le secteur sanitaire d'un côté et le secteur social de l'autre. Cette loi recentre l'hôpital sur sa fonction première, le soin, et distingue dès lors ce qui relève de la santé et ce qui relève du social. Elle donne, cette loi, 3 ans au gouvernement pour élaborer un décret et organiser l'offre sociale et médico-sociale. Et ça ne sera pas un décret, mais ça sera 2 lois qui vont être produites, les lois de 75, l'une qui est relative aux institutions sociales et médico-sociales, qui restera fondatrice jusqu'en 2002, enfin socle, et puis l'autre qui concerne les populations, et notamment les personnes personnes handicapées à l'époque. La première va organiser le système des autorisations et des répartitions de compétences entre l'État et les départements, qui ne sont pas encore les départements, les services déconcentrés, les DAS. Et d'ailleurs, les DRAS vont être créés dans cette période-là. Donc on va voir la région qui arrive, elle est créée les DRAS sont créés en 1977. Et la région qui arrive, et notamment avec des fonds structurels européens pour soutenir une politique sociale qui est construite sur d'autres règles et d'autres projets que le projet dont on vient de parler. Et la seconde, alors là, elle va créer une multitude de catégories de population. Donc la seconde, qui est la loi sur les personnes en faveur la loi sur les personnes handicapées, va construire un système de couverture qui va être appelé handicapologie par Robert Castel, qui a beaucoup travaillé, sociologue, qui a beaucoup travaillé sur ces questions, et où on va avoir la création de nouveaux minima sociaux.
On va avoir l'allocation compensatrice pour tierces personnes, l'allocation adulte handicapé, et donc qui dit donc minima sociaux dit nouvelle catégorie de population qui vont échapper au système de la protection sociale. Celles et ceux, et donc là on a de nouveau quelque chose qui réapparaît dans les catégories et qui existait au XIXe siècle, et c'est Castel dans son bouquin La désaffiliation qui l'a bien montré. Donc celles et ceux qui ne peuvent pas ou plus travailler du fait de leur handicap, de leur âge, de leur obligation familiale, et donc pour lesquels il faudra leur accorder des minima sociaux. Et puis il y a les autres, celles et ceux qui peuvent travailler mais qui ne travaillent pas. Les inadaptés sociaux, et parmi lesquels donc, on va trouver donc, des catégories qui sont nommées dans les textes, les délinquants, les fugueurs, les prostituées, les marginaux, les alcooliques, mais aussi les mineurs en danger, et parfois une bonne partie des Français musulmans, considérés comme inaptes pour accéder à certains types d'activités et au logement social. Donc voilà, alors moi je n'ai pas travaillé là-dessus, mais c'est le choix du chômage qui est fait donc, dans cette période-là, et on voit bien que le choix du chômage va mettre donc, sur le bord de la route un grand nombre donc, de personnes qui ne vont pas pouvoir avoir des revenus par le travail. Et donc pour lesquels il faudra donc penser des systèmes d'allocation, de prestations, de minima sociaux. C'est d'ailleurs le mot qui est utilisé. Et conditionnel. Donc, et conditionnel, et conditionné donc à des critères, à des pratiques sociales, à des règles, à de la réglementation qui est remise sur le métier régulièrement, à travers les plans. Parallèlement, donc, on a dans cette période 2 autres allocations qui vont être créées et qui vont exercer un contrôle social important. L'allocation parents isolés, 77, l'API, et l'allocation personnalisée au logement, l'APL, 117. Ces allocations vont être accordées donc, sous conditions, composition familiale, revenus, et puis donc quelques années plus tard, et on l'a vu, on a commencé à le voir ce matin, quelques années plus tard, en 84, on a un nouveau minima social qui est créé, qui s'appelle l'allocation spécifique de solidarité. Et qui va, ce matin, il a été dit, le tournant de la rigueur, donc un certain nombre donc, de personnes qui vont, parce que le tournant de la rigueur, il est précédé d'une négociation avec le patronat, donc avec une diminution donc, des indemnités de chômage et une diminution du temps d'indemnité. Et cette double diminution va conduire un certain nombre de personnes à ne pas retrouver du boulot, enfin, qui ne retrouvent pas de boulot faute de... Voilà, et qui vont donc se retrouver sans couverture, sans revenu. Et l'allocation spécifique de solidarité, elle est financée par l'impôt. Alors que, comme vous le savez, le chômage, branche chômage, créée en 58, financée par les cotisations sociales. Et ça, l'allocation spécifique de solidarité, elle préfigure quoi? Elle préfigure le RMI, le RSA, et elle vient donc aussi créer cette nouvelle prestation. Il y avait eu déjà l'idée de créer une prestation qui était l'impôt négatif en 75, Toléru. Alors je suis allée regarder, et donc du coup, ce matin... je le dis maintenant, peut-être que c'est bon. Parce que, donc, en revenant sur 75 et la création de l'impôt, enfin, pas la création, le projet de création de l'impôt négatif, qui était donc un système américain, anglo-saxon, qui n'a pas pu être mis en place parce qu'il y a eu un front. Stoléru, donc, était secrétaire d'État chargé de la condition des travailleurs manuels, 74 et 78, puis secrétaire d'État chargé des travailleurs manuels et des immigrés, 78 et 81. Non, mais je pense que par rapport à ce qu'on est en train de... Voilà, donc... oui, c'est très intéressant. Il y a sûrement... On aura peut-être du grain à moudre là-dessus, sur ce projet qui finalement revient, mais... Enfin, c'est peut-être pas revient, mais... voilà, allocation spécifique de solidarité. Donc à travers cette nouvelle génération d'allocations, de prestations, clairement, ce qu'il faut aussi donc, avoir en tête, c'est la création de catégories de population et donc pour lesquelles des normes, des pratiques sociales se mettent en place pour exercer le contrôle. Et ce n'est pas du tout les mêmes normes et pratiques. Donc c'est un spectre donc,
considérable de mesures, de normes, de réglementations, de règles, etc. Parmi lesquelles il y a les jeunes et les chômeurs de longue durée. Alors, dans cette période, je reviens un peu en arrière, donc dans cette période du milieu des années 70, donc on a la continuité, mais en tous les cas la géographie prioritaire. On va avoir donc du zonage de territoire, une politique d'aménagement du territoire qui va zoner du territoire, et notamment donc dans les banlieues. Et la mise en place de procédures, et d'une procédure qui va avoir un bel avenir, qui s'appelle la procédure Habitat Vie Sociale, créée en 1977, et qui s'adresse à une catégorie de population qu'on va appeler les habitants des quartiers populaires. Pour le reste, on parle de citoyens, et là, on va donc parler d'habitants de quartiers populaires. Donc cette procédure signe la naissance de la politique de la ville, qui est une politique de l'État en direction des quartiers d'habitat populaire, et qui sera nommée donc par Jacques Doncelot et d'autres, politique sociale territorialisée. Donc on est bien du côté des politiques sociales, mais pas des politiques sociales telles qu'elles ont été élaborées par l'aide sociale, ni par le système de la protection sociale. On est sur une politique sociale qui vient d'ailleurs. Et qui donc va d'ailleurs être financée par des crédits spéciaux, dont dans les crédits spéciaux, si on les regardait de près, il y a de la directive européenne. Enfin, il y a des financements du FSE. Pas tout de suite, mais dans les années qui suivent. Donc, alors, période de repeuplement des grands ensembles, dans un contexte de redéfinition de la politique d'immigration. Fermeture des frontières, fermeture des flux migratoires et de l'immigration de travail. Aide au retour des anciens travailleurs immigrés, c'est le million Stoléru, et regroupement familial. Alors, dans donc, ce contexte de regroupement familial, il faut que les familles donc, puissent faire la preuve d'avoir des conditions pour pouvoir accéder au logement social. Donc, c'est un contexte donc, de résorption des bidonvilles, de production de logement social dans les centres-villes réhabilités. En tous les cas, il y a eu une production de logement dans les centres-villes réhabilités. D'accès la première génération de locataires au logement social. Ce que je cherche à dire, c'est que les premiers locataires des logements sociaux, donc des années des UP, des années 56, ils vont partir vers d'autres horizons. Les centres-villes réhabilités en logement social, les plus malins, qui ont eu connaissance donc, de l'existence de logements sociaux réhabilités, l'accès à la propriété, les copros, donc soit donc, tout près des zones des UP, soit ailleurs. Et puis aussi donc un grand mouvement de délocalisation, parce qu'on a de nombreuses entreprises qui sont délocalisées, Citroën, etc., dans les grandes villes, etc. Ceux qui restent sont les plus pauvres, et puis arrive une nouvelle génération qui est celle des bidonvilles et du regroupement familial. Et donc dans ce moment, eh bien, cette procédure habitat social, finalement, donc, elle met en place de nouveaux dispositifs qui visent donc à faire participer la population à la chose publique, avec un présupposé qui est que ces familles, ces ménages, ces populations ne pourraient pas naturellement participer à la chose publique. Donc il faut les accompagner, les encadrer, on pourrait même pousser, on est sur le thème du contrôle. Alors même que donc, les analyses qui sont faites, les analyses en sociologie urbaine sont très conséquentes et attestent donc d'un déficit de services publics dans les grands ensembles. Et donc il y aurait d'autres moyens pour pouvoir donc permettre l'intégration des populations que celui de voter des crédits spéciaux pour des projets attachés à des catégories de population. Donc la question du zonage des territoires et qui est toujours présent. Alors, cette procédure, Habitat Vie Sociale, elle est importante parce qu'elle va donner lieu vraiment à une nouvelle conception de l'action publique, qui est donc une action publique interministérielle, contractuelle, territorialisée, transversale, partenariale, remise sur le métier
tous les 4 ans. Et avec donc à l'endroit de l'urbain, alors à l'endroit donc des villes, donc on a depuis 1975, eh bien donc comment dire, des durcissements qui se sont opérés sur des représentations sociales qui se sont construites sur les jeunes notamment, mais pas que, sur les femmes, les banlieues, et qui donc donnent lieu aujourd'hui à un certain nombre donc, de ségrégation, de stigmatisation, de discrimination. Bref, ça, on en reparlera peut-être en revenant sur la question de l'immigration. Autre donc angle d'attaque sur le contrôle social dans cette période, c'est la décentralisation de l'action sociale, mais je vais vite parce qu'on l'a vu à plusieurs reprises sur au Pardem. Donc sinon de dire que les années 80, c'est la décentralisation, et en matière d'action sociale, une décentralisation qui va s'opérer donc à l'échelle donc des conseils généraux. Donc avec une contractualisation qui s'opère par le bas et par le haut. Par le haut, donc, on va avoir entre l'État et les conseils généraux, entre l'État et les organismes de sécurité sociale, les termes du contrat glissent et passent d'une relation de tutelle à une relation davantage fondée sur le partenariat, laissant penser qu'il y aurait une parité entre les différentes parties donc, dans la contractualisation, État, conseils généraux, etc. Par le bas également, contractualisation, donc je prends l'exemple du RMI, par le bas le RMI, qui se met en place en 88, et qui introduit donc une nouvelle forme de contractualisation entre les bénéficiaires de l'action sociale et l'État, avec entre les deux de nombreux acteurs en charge des politiques d'insertion par l'activité économique et qui vont s'inscrire sur le marché de la demande et de l'offre d'accompagnement des bénéficiaires. Bénéficiaires qu'il s'agit de responsabiliser pour qu'ils retrouvent un emploi. Donc ces nouvelles techniques de contractualisation vont introduire l'action sociale dans le registre de la prestation au confluent entre la logique de fourniture de services publics et celle de services marchands. Donc contractualisation et contrôle social sont intrinsèquement liés autour donc, des termes du contrat qui sont individualisés et qui peuvent présenter de graves dysfonctionnements sur le plan des pratiques sociales, tant au regard des règles juridiques qui les régissent que des principes éthiques qui les sous-tendent. Donc je prends l'exemple des CLI qui sont mis en place à ce moment-là, les commissions locales d'insertion qui sont présidées par les élus et qui vont décider qui vont étudier les dossiers de demandeurs de bénéficiaires du RMI et les contrats d'insertion, d'accompagnement, et où donc de nombreuses dérives sont nommées, sont signalées, sont écrites par les professionnels du travail social. Non-respect des principes de confidentialité, octroi de prestations sur d'autres critères que les critères dits objectifs qui ont été posés, et clairement du contrôle social à l'endroit de certaines populations, les précaires et autres. Donc sur cette deuxième période, ce qu'on peut dire, c'est que les pratiques sociales introduites par les nouvelles formes d'action publique vont construire les bases d'un contrôle social qui s'opère à partir d'un processus d'individualisation des rapports sociaux, d'une part, de fichage et de tri qui commence avec le système automatisé pour les fichiers administratifs et le répertoire des individus. Safari s'est mis en place en 1974. Et ça va considérablement augmenter avec la numérisation. Donc je cite Robert Castel, donc, qui dit que c'est des changements considérables et il nomme ce changement, il nomme un nouveau paradigme, l'activation des politiques sociales, nouveau modèle d'action qui reconfigure le champ de la protection sociale. C'est en fait une constellation donc, de termes, d'injonctions dont on va avoir à faire, donc exigence de responsabilisation, de mobilisation, d'investissement personnel, d'individualisation, de subjectivation, de contractualisation, de logique de projet, de contrepartie. Il s'agit chaque fois d'impliquer l'individu et faire qu'il s'implique lui-même afin de collaborer à ce que l'on a fait pour lui. C'est-à-dire la logique de projet est préconstruite et il doit donc intégrer les termes du contrat qui porte le projet.
de telle sorte que sa propre responsabilité soit toujours engagée, y compris dans ses échecs. Il n'y a plus un devoir général assumé par la puissance publique d'assurer la protection, mais plutôt une interpellation adressée à tous ceux qui sont susceptibles de se trouver en rupture ou en déficit de solidarité. D'abord qu'ils se mobilisent. Les politiques sociales deviennent ainsi des politiques de l'individu dans un double sens. C'est sur l'individu que sont ciblées les interventions publiques et ce sont les individus qui doivent s'activer pour s'en sortir. Dernière période, 95-2023. Alors, début des années 90, donc, les institutions financières internationales, les IFI, s'introduisent réellement dans le domaine des politiques sociales, et qui était jusqu'alors donc la chasse gardée des organisations internationales, l'OIT. Alors moi j'ai un peu travaillé pour ma recherche sur les collectivités territoriales, sur la dimension sociale de l'ajustement structurel de la Banque mondiale. C'est le milieu des années 80. Et là on voit donc s'introduire donc au niveau du FMI, de la Banque mondiale, donc une volonté donc de penser la politique sociale qui va s'appeler donc par le PNUD développement social. Alors donc à l'échelle internationale, il s'opère vraiment donc une dérive, une orientation, donc en tous les cas un intérêt pour la chose qui est donc le domaine des politiques sociales. Dès lors, donc, elles vont s'employer activement à diffuser donc leur propre modèle social, un modèle de gestion des risques basé non plus sur l'intervention publique, mais sur les mécanismes du marché et le principe de responsabilité, non plus collective, mais individuelle. Donc cette diffusion de nouvelles normes donc, va donc, se faire en France, et puis j'ai pris 3, mais ce n'est pas exhaustif, loin de là, j'ai pris 3, donc Maastricht, 3 grands moments et puis aussi textes. Maastricht donc, et la dimension sociale dans les programmes européens, le livre vert de 93, le pacte de stabilité de 97 qui conduit à une orientation monétariste de la politique économique et à une affirmation de l'inflexion des politiques publiques françaises vers le modèle néolibéral. Et puis donc on va avoir donc 3 textes de loi importants par rapport à notre affaire de politique de protection sociale. Il y a donc la loi de financement de la sécurité sociale, 96, la loi organique relative aux lois de finances, 2001, et puis qui sera appliquée en 2006, et puis la loi donc, de rénovation sociale et médico-sociale de 2002. Donc ces différents textes donc, vont avoir pour objectif donc, de modifier les modalités de la tarification des prestations, enfin des établissements sociaux et médico-sociaux. Et donc ce qui est à voir, c'est qu'il y a un système de contrôle très important, outre le contrôle de légalité qui va s'exercer sur les établissements sociaux et médico-sociaux et les amener donc à devoir modifier de manière radicale les manières donc d'accompagner donc les personnes, les publics qui relèvent de l'action sociale. Donc dès lors, les institutions sociales vont être soumises à des contrôles administratifs et financiers plus investigateurs qu'un contrôle de légalité et vont devoir intégrer un modèle de management normatif, le News Public Management. L'objectif recherché est la performance du résultat, alors que les missions de prévention, de médiation et d'aide sociale nécessitent des actions d'accompagnement qui ne peuvent être préalablement écrites. D'où le financement, d'où le fait que le financement jusqu'alors était sur des dotations générales de fonctionnement. Donc en 2008, la pression s'est accentuée, donc après la RGPP ou pendant la RGPP, du fait de la mise en œuvre pleine et entière du système de tarification à l'activité, HPST. Les financements sont désormais liés à l'activité, ce qui engendre une forte concurrence entre les établissements. Plus un établissement est attractif, plus il y a de clients et plus il obtient des ressources financières, bref, logique de projets qui se mettent en place. Je ne vais pas pouvoir peut-être donc aller sur ce thème-là, mais le contrôle social, donc dire que le contrôle social est institutionnalisé et le système technico-administratif engendre du contrôle social à tous les étages. Donc je voulais parler, mais j'en parle pas, du tournant sécuritaire de 97,
le colloque du Parti socialiste de Villepinte, qui va créer donc les contrats locaux de sécurité, la police de proximité. Bref, là se met en place donc toute une batterie de normes et donc d'accompagnement du contrôle des populations. Mais on est sur un autre sujet que directement l'action sociale, que ce sujet de sécuritaire. Donc avec la RGPP, donc l'État accélère la dynamique de dématérialisation des démarches administratives qui s'inscrivent donc dans la même ligne que celle de la diminution de la dépense publique. Enfin, ça participe du nombre de fonctionnaires, du démantèlement du service public. L'accès aux prestations sociales se fait en ligne, ce qui suppose de connaître ses droits, d'avoir accès à un ordinateur, de savoir lire, de se déplacer dans l'environnement numérique, de pouvoir remplir des formulaires, apporter des pièces demandées, bref, une série de tâches qui ne sont pas possibles pour les personnes les plus vulnérables. Au vu des constats adressés par le défenseur des droits, milieu des années 2014-2015, la question de l'impact du numérique sur le non-recours aux prestations sociales s'est posée. Et donc, alerte, et donc interroge plutôt. Donc l'ampleur du phénomène d'absence de demande est complexe à mesurer, parce que donc il y a aussi des populations qui ne veulent plus avoir recours, donc qui sont sur des stratégies de non, pas de non-recours, mais de non mobiliser les demandes pour pas être fliquées, pour pas être fléchées, pour pas être fichées, pardon. Mais il y a aussi toute une partie de la population qui n'a pas connaissance de ses droits et qui n'a pas la possibilité de pouvoir accéder. Alors là, il y aurait à débattre, mais les taux de non-recours sont très difficiles à calculer, mais ils sont quand même possibles d'être calculés, et il y a des calculs qui sont faits sur le non-recours au RSA activité, qui est de 36%. C'est ce qui est quand même très considérable, financé par l'impôt, mais à travers des financements qui proviennent de l'épargne des ménages. Le RSA est financé sur deux. Il y a deux modes de financement. Il y a deux RSA, un RSA socle, qui est l'ancien RMI, et un RSA activité, qui est donc celui qui est financé par des fonds provenant de l'épargne, des systèmes d'épargne. Donc les dispositifs technico-organisationnels se multiplient comme outils de prévention, de protection, en étant accompagnés d'un discours sécuritaire qui justifie le renforcement et le développement des nouvelles applications de contrôle. La loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, l'OPSI, vise à étendre considérablement les dispositifs de fichage, de vidéosurveillance. La surveillance sur le numérique se renforce notamment sur les dispositifs s'apparentant au traçage des citoyens. Maillage de fichiers traditionnels, traçage électronique d'individus et de groupes sociaux spécifiques, biométrie, géolocalisation, usage Internet, bref. Donc pour terminer, ou pour ouvrir, pour passer la main, c'est quand le contrôle social se mue en autocontrôle. Pour terminer et ouvrir sur des perspectives qui sont peu réjouissantes, je cite Norbert Elias qui écrivait « C'est sans doute lorsque le contrôle social se mue en autocontrôle qu'il atteint son efficacité maximale. Sa capacité à prévenir les écarts à la norme n'est jamais aussi forte que lorsque c'est l'individu lui-même qui se l'applique, soit de manière inconsciente, soit en ayant l'impression de se contraindre de son propre chef. Ce contrôle social interne ne se réduit pas à l'anticipation des sanctions du contrôle social externe pour les rechercher, sanctions positives, ou les éviter, sanctions négatives. Il est le fruit d'un processus d'intériorisation de la contrainte. » Et donc, je termine en passant, il y a un déplacement du point d'équilibre entre sécurité et liberté qui s'est clairement opéré depuis... Au bénéfice de la sécurité. Au bénéfice de la sécurité versus contrôle social. Oui. Et pas sécurité sociale. Oui. Voilà. Merci Marie-Paule.